Bonjour la team d'entrepreneuriat ivoirien. Nous sommes là aujourd'hui encore dans votre rubrique Talent de l'Omba. Aujourd'hui, on fait la promotion, c'est de mettre en lumière toutes ces très petites entreprises. Donc si vous êtes une très petite entreprise et que vous désirez réaliser une promotion ou vous désirez avoir une lumière sur votre activité, n'hésitez pas à contacter nous et nous sommes là pour vous. Nous exerçons dans le domaine du riz local, c'est-à-dire la production du riz et la commercialisation du riz local. Et aujourd'hui, ce jeune entrepreneur se lance dans ce domaine-là. On va l'écouter, on va savoir comment il a commencé, quelles sont ses réalités et au niveau des financements et tout, on va connaître sa réalité. Donc ne bougez absolument pas. Vous êtes sur Entrepreneuriat Ivoirien, le meilleur média de l'entrepreneuriat qui fait la promotion de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Je suis Adengo Fiacre, promoteur de la marque de riz local Ivoire Saka. Ivoire pour symboliser le fait que c'est un produit de la Côte d'Ivoire. Et Saka qui signifie dans plusieurs ethnies du riz, notamment en Abé, en Dida et en Bété. Ah d'accord. Donc Ivoire Saka c'est commercialisé et produit en Côte d'Ivoire. Effectivement. Mais comment cela commence? Parce qu'on sait tous qu'en Côte d'Ivoire, on est beaucoup amoureux des riz thaïlandais et tout. On importe les riz thaïlandais et tout. Donc comment déjà un jeune qui décide de se lancer dans ce domaine-là? Déjà, je vous dis merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous mettre en lumière. Alors, comme vous-même vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire est un pays qui importe beaucoup le riz thaïlandais, le riz indien. Mais le déclic est venu d'un constat. On est arrivé à une époque où on consommait, si je peux le dire, du riz en caoutchouc. Puis il a dit, bon, manger du riz en caoutchouc, c'était vraiment devenu alarmant. Tout le monde en parlait, les gens faisaient des vidéos, les gens dénonçaient cela. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, alors nous continuons à manger du riz en caoutchouc, bien du riz qui revient de l'autre côté. C'est comme ça que ce déclic est venu. Mais c'était encore très tôt, c'était encore embryonnaire. Il n'avait pas encore débuté effectivement. Donc il avait plutôt commencé à petite échelle, où moi-même, par la grâce de Dieu, j'ai un oncle dans le domaine qui faisait la production du riz local. Lorsque je partais en voyage, je revenais avec un peu et je consommais, je donnais un peu aux voisins, un peu aux mamans. Et là, les gens aimaient. Et souvent, on m'appelle, on me demande, mais est-ce qu'il n'y a pas du riz à revendre? Est-ce qu'il n'y a pas du riz à revendre? C'est comme ça, effectivement, que j'ai commencé. Mais comme j'ai dit, c'était à petite échelle. Je vendais juste à quelques personnes, à 2-3 personnes. Donc c'est un peu ça. C'est de là qu'est venue vraiment l'idée d'agrandir le business. C'est de là qu'est venue la volonté de vendre un peu plus grande, voilà, grande échelle, proposer ça à un peu plus de personnes. Donc c'est en ce moment que vendre simplement du riz est effectivement devenu Ivoire Saka. D'accord. Mais déjà pour un jeune, on est tous d'accord qu'il y a la fonction publique qui est là, il y a les concours, les différents concours. Pourquoi ne pas passer un concours et se lancer directement dans l'entrepreneuriat? D'accord. Comme j'ai pour habitude de le dire, je dis souvent qu'on ne vient pas à l'entrepreneuriat par faute de possibilités professionnelles ou bien après avoir échoué un concours. Voilà, celui qui vient à l'entrepreneuriat parce qu'il a échoué un concours, il se plante le doigt dans l'œil. Il va échouer. Voilà, il se plante le doigt dans l'œil. C'est-à-dire, au moins problème, c'est-à-dire lorsque les premiers problèmes vont surgir, il va s'en aller, il va fuir. Moi, je suis plutôt venu à l'entrepreneuriat par passion et par conviction. Voyez-vous, il y a eu la chance de naître dans une famille où mon papa était fonctionnaire. Mais vous savez, généralement, nos mamans essaient de travailler un peu plus pour arrondir les fins de mois, aider les parents et le père. Et ma maman, grande ménagère de son état, elle vendait de la ticket, elle vendait aussi des galettes. Et pour la petite anecdote, nous, on n'a pas de femmes chez nous, j'ai que des garçons. Donc, en griffe, j'étais la femme de ma maman, en fait. J'étais la fille de ma maman, c'est un peu moi qui faisais tout, c'est un peu moi qui l'aidais, qui faisait les trucs. Et sans le savoir, lorsque elle faisait son ticket, c'est moi qui le vendais. Sans le savoir, la maman créait en moi, les capacités, voilà, les capacités, les aptitudes pour être un entrepreneur. Parce que déjà, les mamans, c'est comme je dis, c'est que les mamans qui vendent dans les différents marchés, les mamans qui vendent de la ticket, les mamans qui vendent dans les marchés, ces mamans-là sont des entrepreneurs. Effectivement. En Côte d'Ivoire, on a tendance à tellement grandir ce thème-là, ce nom-là, entrepreneur. Or, pourtant, ces mamans sont des entrepreneurs. Même à petite échelle, sont des entrepreneurs. Effectivement, ils font partie de la catégorie des très petites entreprises. Voilà. Donc, déjà, depuis le bas âge, j'ai commencé avant maman, sans le savoir, je créais quelque chose en moi. Et après ma première année à l'université, en vacances, lorsque j'étais là à ne rien faire pendant les vacances, j'ai dit, mais pourquoi ne pas essayer de faire une activité pour essayer d'avoir un peu d'argent, pour faciliter ma rentrée universitaire? C'est là, il y a un type de sucrerie qui est sorti, Sucrerie Planète. Donc, moi, j'achetais à Abidjan, le revendre au village. Donc, l'idée d'entrepreneuriat, c'est pas comme si j'ai forcé, ou je suis pas venu à l'entrepreneuriat parce que j'ai pas eu d'opportunité. Voilà. Pas parce que j'ai pas eu d'opportunité professionnelle, ou bien pas parce que j'ai pas été admis un concours.
Mais je suis venu dans l'entrepreneuriat parce que j'ai aimé, parce que je me sens à l'aise lorsque je suis en train d'entreprendre ou bien lorsque je suis en train d'effectuer des ventes. Donc, le fait de venir dans l'entrepreneuriat, c'est pas parce qu'on n'a pas eu d'opportunité. Donc, pour ceux qui viennent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité dans le domaine professionnel ou bien parce qu'ils n'ont pas été admis à un concours, vraiment, ils vont se retourner dès que le premier problème est. Mais comment tu te vois avec tes camarades? Parce que déjà, se lancer dans l'entrepreneuriat, on est tous d'accord qu'au début, c'est tellement difficile. Oui. Des fois, tu es obligé de t'écarter des amis, de certaines habitudes. Oui, et tout. Comment ça a été avec ton entourage? Quand tu as décidé de te lancer dans Iwasaka, comment la famille, les amis, quelles ont été les réactions et autres? D'accord. Déjà, vous savez, l'entourage, c'est nous-mêmes d'abord qui définissons notre entourage. Si tu décides de marcher avec des gens qui ne vont pas te booster, effectivement, lorsque tu vas commencer à entreprendre, tu seras découragé. Moi, pour ma petite expérience, je me suis entouré de personnes valeureuses, des personnes qui m'encouragent, des personnes qui me conduisent. Et je dis toujours que le premier soutien qu'une personne puisse t'accorder, c'est pas d'abord le soutien financier ni matériel, c'est d'abord le soutien moral. Lorsque j'ai débuté l'activité, j'ai fait une photo que j'ai postée sur Facebook où j'ai dit, les gars, voici mon nouveau business, commercialisation du riz local, passez-vous pour moi. Mais sinon, je dirais, les minutes qui ont suivi, moi, j'étais ébahi. C'était plus de 80 partages, c'était plus de 200 commentaires. C'est-à-dire les gens m'encourageaient, ils m'ont boosté. Donc, quand j'ai vu ça, vraiment, ça m'a motivé. Et aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre. Quand tu commences, souvent c'est difficile, tu veux abandonner. Mais quand tu vois là où tu as commencé, tu es arrivé là, tu es obligé de te remotiver, de te rebooster et de pouvoir continuer. Donc, le retour avec mon entourage, mes amis, c'est beaucoup d'encouragement, voilà, beaucoup d'humilité, beaucoup d'encouragement. Ça fait quand même beaucoup de plaisir, même s'il y a des difficultés qui sont enfouies. Quand il passe, il y a des amis qui m'appellent, Iwasaka, PDG Iwasaka, ça fait plaisir, c'est intéressant. Ouais. Voilà. Au moins le nom reste et puis. Oui, effectivement. Mais comment ça a été le premier financement? Parce que déjà, on est jeunes, on sait tous qu'on n'a pas de financement en Afrique. Le côté financement est vraiment très très compliqué. Comment ça a été pour toi? Effectivement. Bon, au niveau du financement, sans vous mentir, j'ai pas commencé avec grand moyen. J'ai pas reçu d'accompagnement. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à petite échelle. C'est la demande qui s'est imposée à moi. Puisque les gens voulaient, les gens demandaient. Il y avait des gens même qui prenaient leur riz pour donner à certaines personnes. Les gens mangent, le riz est bon. Donc c'est de là que l'idée d'agrandir le business est venue. Donc j'ai pas reçu d'accompagnement. J'avais un peu d'argent, un peu d'économie. Et il y a, voilà, combien? Bon, il n'y avait pas beaucoup. On peut dire, il y avait peut-être environ 500 000. Et puis, il y a eu aussi mon grand frère qui m'a aidé, que je salue au passage, Adingo Landry, qui m'a aidé, qui m'a boosté. Le grand frère? Voilà, qui m'a donné un peu d'argent. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a aussi mon oncle qui était déjà dans la production du Donc, avec lui, c'était un peu plus facile de pouvoir avoir un petit stock pour pouvoir débuter. Et là encore, avant de débuter, c'était beaucoup d'interrogations. Je me suis dit, j'ai un peu d'argent, ils sont en train de me mettre dans ça. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Avant déjà de lancer, il y a quand même essayé de faire un petit échantillonnage pour voir ce que ça allait, les retours que j'allais avoir. Voilà. Faire l'étude de marché, faire un petit échantillonnage. Même si l'échantillonnage était vendu quand même, voilà, il est vendu. Au bout de quelques sachets qu'il est vendu, les retours m'ont vraiment encouragé. Je me disais, mais tiens, le riz était bon, il sent bon, il est naturel. Ils ont commencé à prendre 2 sachets, 3 sachets, 4 sachets. Il y a d'autres gens qui m'ont dit 1 kilo, 1 kilo, ça finit vite. Fais vite, tu vas faire en 5 kilos. Donc, je me suis dit, bon, c'était vraiment le moment de se lancer. Et j'ai sauté avec les 2 pieds joints. Ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas des difficultés souvent. J'allais poser la question, quelles sont les difficultés? Parce que c'est bien beau de dire non, ça a été rapidement, mais mine de rien aussi, il y a énormément de difficultés. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Mon frère, si on veut citer les difficultés, on va finir. Non, ouais, peut-être qu'on va finir à 19h aujourd'hui. Les difficultés vraiment énormes. Bon, les difficultés énormes qui ont marqué au fait. Toi-même, en tant que jeune entrepreneur, tu t'es dit, c'est pas mieux que j'arrête. Effectivement. Il y a eu plusieurs fois où j'ai même échangé avec mon chargé de communication. Il lui a dit, bon, on va pas arrêter, puis on va fuir. Puis bon, après, on a commencé à rire. Il faut dire que les difficultés, il y en a de tout genre et à tout moment. Déjà, il faut dire que nous sommes dans un pays où la culture de l'entrepreneuriat n'est pas développée. Effectivement. Les gens sont plutôt tournés vers le fait de passer les concours, comme le disait le mentor Stanislas. Effectivement. Voilà, du fonctionnariat. Et il faut dire qu'on ne reçoit pas beaucoup d'encouragement quand il s'agit d'entreprendre. Quand on oublie, l'État ne veut pas donner du travail à tout le monde. L'une des manières les plus sûres de pouvoir réduire drastiquement le chômage, c'est l'entrepreneuriat. Effectivement. Mais quand on veut entreprendre et qu'on n'a pas d'accompagnement, on n'a pas de suivi, c'est un peu compliqué. Donc les problèmes, je les rencontre au quotidien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, je n'ai pas de boutique. Le premier problème, c'est qu'actuellement, je n'ai pas de boutique. Je vends depuis la maison. Donc ça fait que je n'arrive pas parfois
à être efficace dans les livraisons, bien, vous voyez. Le client, il y a des clients qui sont très, très méticuleux, qui sont très, très exigeants. C'est-à-dire, quand ils commandent aujourd'hui, ils veulent recevoir son colis. Parfois aussi, il y a des clients qui ont besoin, avant de faire un achat, pour être sûr de l'achat qu'on veut, voilà. Et des fois, il se trouve que je n'ai pas de magasin, ils sont obligés parfois de le recevoir chez moi à la maison, simplement pour leur mettre la confiance à l'oreille. Donc, le premier problème, c'est déjà ça, le défaut d'avoir un magasin. Et deuxièmement, un autre problème aussi que je rencontre, c'est au niveau des livraisons. Comme je l'ai dit, il y a des clients qui sont très, très compliqués. C'est-à-dire, ils commandent à 10h, ils veulent recevoir ça à 10h15. Et là, ça devient un peu compliqué. C'est client, pensez à tous ces jeunes entrepreneurs. Voilà. 2 ans. Voilà, on leur demande un peu d'indulgence. Mais quoi qu'il en soit, on continue de travailler pour améliorer le service. Et on prévoit même l'ouverture d'une boutique dans pas longtemps. À la grâce de Dieu, on va avoir notre première boutique. Maintenant, il y a effectivement d'autres problèmes qu'on rencontre. Parfois, au niveau, tu as cité le niveau des clients qui sont beaucoup exigeants, maintenant, le manque au niveau des boutiques, et tout de ce genre. Comment tu t'organises avec ton équipe? Parce que tu n'es pas seul. Oui. Et ça fait combien de temps que tu as lancé les gens? Bon, en bon de Dieu forme, j'ai commencé dans le mois de juillet 2025. Parce que comme juillet 2025? Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à petite échelle. Je ne vais pas prendre en compte la vente que je faisais à petite échelle. J'ai véritablement commencé avec Ivoire Saka en juillet 2025. Alors, j'ai une équipe au niveau de la production, au niveau de la commercialisation et au niveau de personnes. Vous êtes autour combien de personnes? Bon, déjà, je travaille déjà avec mon oncle, voilà, qui a ses plantations, qui a ses champs. De riz, voilà. Qui plus est, qui veut dire que moi aussi, je suis effectivement au niveau de la production. Lui, il a son équipe avec qui on travaille. Ce sont des gens, bon. Donc, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a deux têtes. Il y a l'oncle qui s'occupe de la production et toi, ne peut pas gérer tout seul. Voilà, faut essayer de déléguer aussi des tâches pour que ça soit encore plus efficace. Donc, il y a l'oncle qui s'occupe de tout ce qui est production. C'est-à-dire qu'on travaille également avec d'autres producteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une autre réalité. Il y a plusieurs personnes qui produisent, mais qui ont des difficultés à pouvoir écouler. Voilà. Donc, nous, déjà, il y a ces personnes-là qu'on récupère et qu'on essaie de travailler avec eux. En plus de ce qu'ils ont produit, il y a d'autres personnes avec qui on travaille pour éviter d'être en rupture de stock. Parce que parfois, il y a un autre problème qui se pose sur le chemin. Il y a des gens qui peuvent commencer à manger le riz avec toi. Et puis, au bout de 2-3 mois, quand ils ont commandé, qu'ils ne trouvent pas, ça les énerve. Voilà. Donc, ce qui est le plus difficile ici, c'est de garantir le stock à n'importe quel moment. Voilà. Donc, en plus de nous, dans nos plantations, on a des producteurs avec qui on travaille. Ça, c'est au niveau de la production. Mais au niveau de la commercialisation, moi, je suis sur le terrain, puisque le premier endroit où on commercialise nos projets, d'abord Abidjan, et puis les villes environnantes. Notamment Bégerville, Dabou, Alipé et autres, puisqu'il faut reconnaître que Abidjan comporte quand même 36% de la population active. Maintenant, au niveau de la commercialisation, il y a moi-même, et puis il y a l'équipe communication, monsieur Abidjan Samuel, que je salue au passage, qui malheureusement n'a pas pu être là. Donc on peut dire que l'équipe se subdivise en 3 fois, niveau production, niveau commercialisation, communication, marketing. Donc déjà pour une très petite entreprise qui n'est tellement structurée et bien structurée. C'est aussi ça, pour la discipline dans tout ce qu'on fait. Parce que quand on n'est pas discipliné, on peut avoir des clients, on peut avoir de bons retours, mais tu vas voir que c'est un peu difficile. Aujourd'hui, tu vois, parce qu'on n'est pas stable, on n'est pas structuré. Aujourd'hui, moi, je ne m'occupe pas de la production. Et mon oncle s'occupe de tout. Il se charge de nous trouver du riz à n'importe quel moment de l'année. Et c'est aussi ça, notre capacité à pouvoir répondre aux besoins. Voilà. Je ne m'occupe pas également de tout ce qui est communication. Là, mon gars, il s'occupe de tout. Il gère. Eux aussi, ils ne vont pas forcément interférer dans tout ce qui est action commerciale au niveau des livraisons. Chacun joue son rôle. Voilà, chacun sait ce qu'il fait. Ça nous permet d'être encore plus efficace. Voilà. Effectivement. Ouais, c'est vraiment énorme parce que déjà, on ne prend pas au sérieux déjà la jeunesse. Parce qu'on se dit quoi? On s'adonne vraiment à la facilité. Voilà. Et puis, on est tellement dans le mouvement de chap-chap, c'est-à-dire on veut réussir très rapidement sans voir les différentes réalités. Donc, et déjà, voir un jeune entrepreneur qui se lance dans la production de riz, la commercialisation de riz, c'est vraiment énorme. Et moi, personnellement, moi, je félicite déjà le travail qui est abattu. Étant jeune entrepreneur, à ton avis, qu'est-ce que l'État doit mettre en place? Parce qu'on dit que le développement de ce pays, c'est-à-dire le développement de l'économie de la Côte d'Ivoire, c'est basé sur l'entrepreneuriat, c'est basé sur les créations d'entreprises privées et tout. Mais étant jeune entrepreneur, qu'est-ce que l'État doit faire? Quel environnement l'État doit mettre à notre disposition pour que nous, en tant que jeunes entrepreneurs, nous qui décidons de nous lancer dans l'entrepreneuriat, nous allons
être dans des situations vraiment de paix, conforme et tout. Donc toi, étant jeune entrepreneur, qu'est-ce que l'État doit mettre en place? D'accord. Déjà, je pense qu'il y a eu à le signifier. Il avait dit l'une des manières les plus sûres de pouvoir réduire drastiquement le manque d'emploi, c'est d'encourager l'entrepreneuriat. Effectivement. Donc déjà, ce que je souhaiterais, sinon l'appel que je voudrais lancer à l'État, c'est d'abord de créer un cadre bien hiérarchisé, un cadre bien ordonné. Déjà, au niveau de l'encadrement, au niveau de la formation. Pas la parole. Oui. Au niveau de l'agence emploi jeune, est-ce que tu as déjà eu recours à l'agence emploi jeune? Oui, l'agence emploi jeune, elle existe depuis longtemps, sans vouloir être un peu trop truc, sans vouloir jeter le discrédit, c'est pas mon intention, c'est pas ma volonté. C'est parfois difficile de pouvoir gérer ces milliers de personnes qui intègrent en même temps l'agence emploi jeune. Parfois c'est compliqué, il y a c'est un peu difficile de tout, il y a d'autres personnes. Voilà, il y a d'autres. Moi j'avais créé mon compte emploi jeune depuis longtemps, comme je vous l'ai dit. Je suis passionné d'entrepreneuriat et ça fait beaucoup longtemps. J'ai créé mon compte, mais à un moment je n'arrivais plus à avoir accès. Lorsque je force, j'y arrive pas. J'ai dû créer encore un autre compte, agence emploi jeune. Mais c'est toujours un peu compliqué, un peu toujours difficile. Et parfois, dans l'étude des dossiers, les dossiers ne sont pas étudiés de la même manière, avec le même strict d'ordre. On ne veut pas décrire un peu ce que l'État fait, mais nous, à notre niveau, ce qu'on peut recommander à l'État, c'est de vraiment créer un cadre réglementaire pour pouvoir nous accompagner. Parce que déjà, pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, il n'a pas forcément toutes les aptitudes, toutes les connaissances. Déjà, la formation est très importante. Parce que souvent, je ne te coupe pas la parole, il y a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ils n'ont pas de formation. Ils se disent non que c'est, allons, comme on a mis en train de créer, c'est comme moi si j'ai créé une entreprise. Sans même connaître les réalités sur le terrain. Et voilà. Et déjà, on a besoin de formation. Voilà, on a besoin de formation, on a besoin aussi d'être accompagné. Vous voyez, nous, la jeunesse, on a des idées. On réfléchit. Moi, il y a des fois, je sens de dormir, puis je me réveille, puis je prends un billet, je prends une feuille, je commence à écrire comment il va structurer mon activité. Je dis qu'on a du potentiel, on a de l'intelligence, on a de la matière grise à revendre. On a juste besoin d'accompagnement, on a juste besoin de suivi. Et il faudrait que les gars arrivent un peu à dynamiser un peu le cadre légal, le cadre juridique. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un entend créer une entreprise automatiquement, il a peur. Il pense automatiquement aux impôts. Il pense automatiquement à des feux, à ça, à ceci. Ça lui fait peur. En tant qu'ils arrivent plus ou moins à communiquer sur ce genre de pratiques, je pense qu'on pourra mieux nous positionner, on pourra mieux comprendre certaines choses. Quand même, on nous dit souvent que le fait de déclarer une entreprise est haute, c'est de bénéficier plutôt de l'accompagnement au cas où il y a un problème. Mais si on ne nous explique pas ça explicitement, clairement, comment est-ce qu'on va véritablement percevoir ça comme une aide? Ça fait qu'aujourd'hui, comment on appelle là, le secteur informel, il y en a, voilà, ça prend de l'ampleur. Parce qu'il y a assez d'entrepreneurs. Si on veut bien regarder, il y a assez d'entrepreneurs. Mais le problème, c'est que les réglementations ne sont pas adaptées. Parfois, ça tue, ça fait peur. Parce que imagine-toi, un jeune entrepreneur qui vient de commencer, déjà, il voit sa activité de commencer avec ses petits fonds. Déjà, refait le montant va autour de 300 à 400 000, je ne sais pas quoi, pour ne pas dire d'absurdité. Mais c'est énorme. Déjà, l'entrepreneur n'a pas de capital. Effectivement. Il n'a pas de capital. Donc, il roule sur fonds propres. Donc là, ça devient compliqué. Et là, encore une autre chose, c'est que le premier capital de l'entrepreneur, ce sont ses clients. Effectivement. Ils ne vont pas, il ne peut pas rentabiliser. Il y a ce problème-là. Je pense que l'État doit, moi personnellement, je pense que l'État doit penser aux très petites entreprises qui viennent de commencer. Oui. S'il faut avoir un simple papier qui prouve que nous sommes dans la légalité, ou bien avoir, au lieu de faire ces registres de commerce énormes, tout ça, mais pour ceux qui viennent de commencer, s'ils doivent avoir une procédure pour penser à eux, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui débutent, mais il n'y a pas de moyens. Effectivement. Donc s'ils essaient de penser, s'ils doivent avoir un papier ou ils doivent avoir une procédure qui peut aider ces très petites entreprises, vraiment, ça sera vraiment énorme. Et aussi, il y a une autre réalité, on parle du coup excessif des loyers, mais il y a également, il y a les loyers de magasins. Voilà, toi, comment ça se passe? Vraiment, les magasins sont un peu, vraiment très élevés. Déjà, au niveau de la palmeraie, c'est beaucoup élevé. Une fois, M. Azadé essayé de me renseigner un peu. Mais vraiment, le coût des magasins, vraiment. Le magasin où tu es allé, on t'a proposé combien déjà la caution? On m'a dit, ils n'ont pas parlé de porte. Ils ont parlé plutôt de cautionnement et d'avance. Et comment ça s'est passé? C'était 120 000 francs le mois. Je vais payer 120 000 francs le magasin. Et ils m'ont demandé 3 mois d'avance et 3 mois de caution. Wow!
Donc, bon, pour quelqu'un qui vient de commencer, pour quelqu'un qui vient de on va commencer arriver 120 000 par 6. Voilà. Donc, à vous de multiplier. Voilà, et il y a aussi les travaux que tu dois faire. Tu dois aménager tout ça. Tu dois façonner ça comme, voilà, voilà. Donc, il y a tout ça là qui fait reculer, qui fait vraiment peur. En tant que parfois aussi, on comprend les clients. Parfois, quand un client veut passer un achat, il a besoin d'être rassuré. Effectivement. Mais quand il vend depuis la maison, ça interpelle un peu. Il se dit, bon, si il prend le riz n'est pas bon, il le trouve où? Il a donné ça à un livreur pour venir. Voilà pourquoi moi-même déjà, j'essaie d'effectuer mes livraisons. Moi-même. Ah, ouais, là, comme ça, quand je vais sur le terrain, déjà, je rassure le client. Je dis, c'est moi-même, quand je vais sur le terrain, déjà, je rassure le client. Je dis, c'est moi-même, je vois. C'est moi qui vous voyez, c'est moi qui vous propose le riz. Donc, du coup, demain, s'il y a un problème, tu sais où me trouver, puis tu sais par quel moyen me trouver. Aujourd'hui, même quand vous allez sur ma page Facebook, il ne me cache pas. Non, ça, donne le nom de tes pages. Voilà, déjà, la page Facebook, pour le moment, c'est la page Facebook qui est fonctionnelle. C'est Ivoire Saka officiel. IVOIRE-Saka. S-A-2-K-A officiel. Et le numéro à contacter? Le numéro à contacter, c'est le 07 09 97 68 19. 07 49 51 48 99. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, là, on va vers au thème de notre émission. Étant jeune entrepreneur, quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes-là? Déjà, ils veulent se lancer dans un projet en tête, ils n'arrivent pas à se lancer, ils attendent le financement. D'accord. Voilà. Quel est le conseil que tu peux donner? J'aime bien le dire. On ne vient pas à l'entrepreneuriat parce qu'on a passé qu'on ne connaît pas bien, ou bien parce que depuis on dépose son CV, ça ne marche pas. On vient soit à l'entrepreneuriat par motivation ou par conviction. C'est-à-dire que tu es convaincu que tu veux entreprendre. Tu viens. Et parfois, il y a des gens qui disent, ah, l'entrepreneuriat, c'est pas dur. Moi, je vais vous dire la vérité. L'entrepreneuriat est très difficile. Ça chauffe tête. Souvent, tu dors, tu te réveilles, tu n'as plus sommeil. Venez à l'entrepreneuriat par conviction et par motivation. Soyez sûr de ce que vous faites. Aimez surtout ce dans quoi vous allez vous lancer. Parce que quand on aime quelque chose, on peut même se réveiller à 2h, à 3h du matin pour faire cette chose-là. Moi, je vous dis, deux fois, rien qu'à réaliser 2, 3 ventes, 4 ventes dans la journée, je suis heureux. Je ne mange pas parce que je suis heureux. Ça me fait plaisir de pouvoir écouler mes produits. Et ça me permet aussi de savoir que les gens aiment. Parce que quand on est là, on a un produit et que ça ne sort pas. Soit qu'il y a un problème de communication. Mais quand on communique et ça sort régulièrement, on se rend compte qu'en fait que le produit qu'on propose est de bonne qualité. Et aussi, il faudrait qu'ils sachent qu'on crée une entreprise pour répondre à un besoin. Effectivement. Si tu viens en entrepreneuriat, que ton... chercher de l'argent, voilà, si tu viens... pour rouler dans les grosses caisses, non, voilà. On vient en entrepreneuriat pour répondre à un besoin. Plus tu répondras aux besoins, plus tu pourras avoir de l'argent. En fait, c'est la même stratégie. Et c'est aussi simple que ça. Et puis, il y a des gens aussi qui viennent à l'entrepreneuriat juste pour avoir l'argent pour manger, pour avoir l'argent pour se divertir. Normalement, un entrepreneur, c'est un porteur de vision. Effectivement. Normalement, quand un entrepreneur, c'est une vision qu'on porte. Une vision à court terme, une vision à long terme. Donc, si tu sais que tu vas venir en entrepreneuriat pour avoir 200 000 juste pour payer ta maison, tu vas voir que ton activité va pas prospérer, ça va tout ça. Et quand tu vas te contenter, voilà, du peu. Mais quand tu viens pour dire non, je veux entreprendre, à travers l'entrepreneuriat, fais ça. En ce moment, tu te crées une vision et tu pourras venir simplement. Donc, pour résumer, je leur dirais, pour ceux qui veulent entreprendre, de ne pas hésiter, de se lancer. Moi, j'ai commencé pas forcément pour être grand, mais ce sont les gens qui m'ont imposé à dynamiser ça. Donc, il ne faudrait pas qu'ils attendent d'avoir des milliards ou bien des millions pour commencer. Si ton activité, tu penses que tu peux commencer avec 500 000, tu peux commencer avec 200 000, tu peux commencer. Si financièrement c'est un peu difficile, que tu as des amis qui peuvent épouser ta vision, tu peux également leur partager ça. Et puis ensemble, puisqu'on dit, ensemble on devient plus fort. Vous allez travailler peu à peu. Et au début, ça sera forcément difficile parce que quand on commence au début, on ne fait pas de bénéfices. On vend même à perte parfois. Parfois, il y a des clients qui disent, oh, tu as tellement envie de lui vendre ça. Tu lui dis, bon, ok, il te fait la livraison gratuitement. Mais le carburant que tu vas lui livrer, c'est de ta poche. Voilà. Donc, au début, forcément, ils vont pas faire de bénéfices. Mais quand ça va commencer à aller, quand les gens vont adorer, quand les gens vont aimer le produit, forcément, ils vont faire du bénéfice. Donc, nous les attendons. Nous sommes une élite. Nous travaillons pour que vraiment l'État puisse se souvenir de nous. Donc, comme je l'ai dit, c'est ensemble qu'on deviendra plus fort. Donc, s'ils veulent venir, faut pas qu'ils vont hésiter. Qu'ils viennent. Aujourd'hui, on a des mentors qui sont là. Notamment le père, vous avez cité. Voilà, qui nous donne beaucoup de conseils. Voilà, aujourd'hui, il y a plus d'une personne qui nous motive. Donc, c'est pas le moment de dormir sur le laurier. C'est le moment plutôt d'entreprendre. Yo, l'équipe, vous avez entendu, hein. Voilà, c'est le moment d'entreprendre. Tu es un jeune entrepreneur. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. N'aie pas peur. L'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est difficile, c'est pour les durs. Voilà, c'est pour les durs. Mais dès que l'idée se présente et que tu sais que l'idée peut répondre à un besoin, lance-toi.
N'attends pas un financement parce que personne ne viendra t'aider. N'attends absolument rien de personne. Lance-toi et comme le dit, c'est au fur et à mesure que tu travailles, tu auras forcément une récompense. Donc, si vous êtes aussi jeune entrepreneur et que vous désirez être aussi à notre émission, pour présenter votre activité, pour présenter ce que vous faites, pour donner aussi des conseils à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, contactez-nous Entrepreneuriat Ivoirien sur tous nos réseaux, que ce soit sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram et tout. Abonnez-vous massivement, partagez tout, c'est ensemble. Et je vous conseille plus de consommer Ivoire Saka. Voilà. Donc, vous allez contacter notre jeune entrepreneur pour donner de la force. Consommez Ivoire Saka. Vous aurez son numéro. Il va vous présenter sa structure. On vous attend tous. Merci à vous. Alors, famille, bonjour. C'est Adengo Fiacre, promoteur de la marque de riz locale Ivoire Saka. Quand tu entends Ivoire Saka, le nom ne te dit rien. Ivoire et puis à Saka. Saka en BT qui signifie du riz, en abeille du riz et en dida du riz. Alors, Ivoire Saka est né dans l'objectif de répondre à un besoin. C'est-à-dire qu'on importe du riz. La Côte d'Ivoire dépense des milliards par an pour importer du riz. Pendant ce temps, nous avons des producteurs, nous avons des jeunes, nous avons des passionnés du riz local qui sont là pour fournir du riz local de bonne qualité à toute période de l'année. On n'avait qu'à y mettre le besoin et on est là, on vous livre sans problème. Aujourd'hui, consommer Ivoire Saka n'est pas juste un geste anodin, c'est d'abord un geste patriotique. Parce que je suis ivoirien, je crois en ce que je fais. Et vous, en tant que consommateur, je vous invite à militer dans ce patriotisme-là, à choisir Ivoire Saka pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Nous avons une panoplie d'entrepreneurs locaux qui travaillent à vous garantir des produits de qualité. Ne soyez pas en marge. Rejoignez-nous, optez pour la qualité, optez pour le meilleur. Ainsi, vous donnerez la possibilité aux jeunes de montrer leurs talents, vous donnerez la possibilité aux jeunes de faire montre de leur savoir-faire. Rejoignez-nous, choisissez Ivoire Saka, contactez-nous au 07 09 97 68 19. Notre page Facebook, Ivoire Saka officiel. Je vous remercie.